L'atteinte de la haute performance sportive repose sur les savoirs et les compétences d'athlètes, d'entraîneurs, de préparateurs physiques ou mentaux, d'accompagnateurs scientifiques de la performance, de staffs médicaux et paramédicaux ou encore de managers. L'émission Les ficelles de la performance vise à présenter les pratiques professionnelles de ces acteurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai le plaisir d'accueillir Charlie Simot aujourd'hui pour cette seconde partie de ce premier épisode de la série sur les ficelles des acteurs de la performance. Charlie, tu es donc aujourd'hui cadre à la Fédération française handisport, manager de la performance goalball et manager de la performance cécifoot, le football pour les déficients visuels. Dans une première partie de l'épisode, nous avons plutôt abordé ton parcours, tes sources d'inspiration. Et donc nous nous retrouvons maintenant comme convenu pour, on va le dire assez clairement, parler de quelques-unes de tes clés de performance, notamment qui ont permis de contribuer à cette médaille collective aux derniers Jeux paralympiques à Paris. Tu disais justement il y a quelques mois dans un autre podcast, je cite, « On n'arrive pas encore à mesurer la portée de ce que nous avons accompli » en parlant de cette médaille et puis plus largement de cette aventure paralympique. Moi, j'aimerais donc que tu dises un petit peu à nos auditeurs quelles ont été les ficelles pour accomplir justement ce que vous avez accompli et plus particulièrement tes ficelles à toi, cette médaille d'équipe de France championne paralympique en cécifoot. Comment toi tu y as contribué en tant que manager ? Bien, bonjour à tous et bonjour à toutes aussi. Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui que manager une équipe, c'est quelque chose de très abstrait. C'est ce qu'on appelle les gens de l'ombre, c'est les gens de l'ombre. Et je pense que les premières qualités que j'ai pu avoir, j'arrive à noter aujourd'hui, c'est clairement être empathique, c'est l'empathie, c'est la transparence et puis aussi la cohérence. Quand je dis ça, je fais référence à quoi ? Je fais référence au fait que manager une équipe qui va remporter les Jeux, c'est au départ, on peut pas décider comme ça, on décrète pas comme ça qu'on va gagner la compétition quand on va au champ de bataille. Mais on met tous les ingrédients de son côté pour ne pas avoir de regrets. Et je pense que ce qui nous a construit, ce qui m'a construit et ce qui nous a construit, qui a construit ce collectif-là, c'est de savoir que je travaille avec derrière le staff qui est en face, qui est à côté de moi, il y a des hommes. C'est de savoir que derrière les athlètes qui sont autour de moi, qui sont à notre disposition, il y a des hommes. C'est-à-dire que de mettre l'humanité, l'humain, au centre en fait au centre du projet. Je pense que c'est ça qui nous a fait remporter la plus belle des médailles à Paris. Après, je ne veux pas dire que dès le départ, on savait qu'on allait le faire, mais en tout cas, l'échec de Tokyo, parce que je ne sais pas si vous savez, mais je ne sais pas si vous avez dit aux auditeurs, mais à Tokyo, on finit dernier. Donc, on finit 8e sur 8 à Tokyo. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire pire. Et là, cet échec-là nous a, si on peut appeler ça comme ça, mais c'était une vraie opportunité d'apprentissage qui nous a encore édifiés et qui nous avait permis d'éviter ce que Einstein appelle la folie. Qu'est-ce qu'il appelle la folie ? C'est de refaire les mêmes choses et d'atteindre un résultat différent. C'est-à-dire que, concrètement, on a fait, après Tokyo, on a revu notre philosophie. On a fait ce que Pépin appelle la bifurcation. C'est-à-dire qu'on a pas complètement, mais on a amélioré, on a changé notre trajectoire pour essayer de performer avec nos qualités, avec nos valeurs. Parce que derrière les hommes qui constituaient cette équipe-là, quand je parle d'équipe, je parle du staff et des joueurs. Derrière ces hommes-là, derrière ces athlètes-là et ces staffs, il y avait des humains. Et ces humains ont une culture, c'est diversifié. Non, le curseur, il fallait être très habile en fait pour manipuler le curseur ou mettre le curseur avec tel staff, avec tel joueur. Et ça, c'était mon rôle. Parce qu'il y a des choses que l'entraîneur, par exemple, ne sait pas que je faisais dans l'équipe avec certains joueurs. Parce que c'était pas mon rôle, c'est de le mettre dans les meilleures conditions. Et ça, c'est ce que j'appelle le travail de l'ombre. C'est de libérer, c'est le fait d'avoir aussi libéré les énergies. C'est-à-dire travailler sur ce qu'on appelle
ce qu'on appelle de la performance collective. Travailler sur la performance collective. Croire en ceux avec qui on travaille et de les laisser faire des propositions. Être dans ce qu'on appelle une libération en fait, de parole et qui permettait à chacun de pouvoir s'exprimer, de donner son ressenti par rapport à ce qu'on peut appeler échec, par rapport à ce qu'on peut appeler la peur, par rapport à ce qu'on peut appeler la performance. Voilà. Donc tous ces ingrédients nous permettaient, nous, de nous solidifier. Et puis pour finir, c'était aussi de pouvoir créer des liens, construire des liens entre les staffs et les joueurs. Ces liens-là, ça s'est vu à Paris, c'est des liens très forts. C'est des choses qu'aujourd'hui, j'arrive pas à expliquer. Mais ça passe par tout ce qu'on a fait, tous les ingrédients que nous avons mis, que moi j'ai mis à mon niveau, mais qui ne sont pas visibles. Comme par exemple, pour vous donner une anecdote, des joueurs, on a un joueur particulier qui est très bon, mais qui jusque-là n'avait pas encore performé dans une grande compétition. Et on se posait beaucoup de questions. Quand je parle le staff, on se posait beaucoup de questions. Et ce qui m'est revenu, et ça c'est un des staffs qui me l'a rapporté, c'était de me dire, attention, il a des gros problèmes d'appréhension. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui n'a pas une très grande estime de soi. Il a l'impression que les autres ne l'aiment pas. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai collé un coach derrière, et c'est le coach qui a fait le plus gros travail. Et à côté de ça, nous avons aussi, avec mon coach, j'ai appris des choses qui ont été mises en place, comme le commérage inversé. C'est des choses c'est pas des choses que je matérialisais ou j'expliquais, mais c'était sous forme de jeu. Qu'est-ce que j'appelais le commérage inversé? C'était le fait de pouvoir dire du bien de quelqu'un, que ses pairs, en fait, puissent lui dire du bien de lui, en sa présence. Et ça faisait un bien fou. Et ça, je pense que ça a ôté beaucoup de non-dits. Et ça a permis que sur le terrain, en fait, qu'on se retrouve, que les uns et les autres puissent se battre pour tous. Et ça s'est vu. Quand je revois les matchs, je vois comment c'était vraiment du box-to-box, où tout le monde défendait, tout le monde attaquait, et où tout le monde, quand on prenait l'eau, on prenait l'eau ensemble. Et quand on a gagné ensemble. Donc il y a pas mal de choses. Après, s'il y a des questions beaucoup plus pointueuses, moi je pourrais répondre. Ouais, mais c'est déjà très intéressant, Charlie. Tu as dit un petit trio, empathie, transparence, cohérence. C'est très intéressant aussi de ne pas avoir de regrets. C'est-à-dire que, voilà, comme tu l'as dit, on n'est pas sûr de gagner, mais quoi qu'il arrive, on va faire le maximum. L'échec comme opportunité d'apprentissage. Puis tu as parlé de Charles Pépin, un auteur qu'on entend, je ne sais pas si on peut dire régulièrement, mais qu'on entend en tout cas dans le milieu du sport de haut niveau, cet auteur de l'ouvrage Les Vertus de l'échec. Alors justement, tu parles d'une bifurcation que tu as managée, parce que je comprends bien que tu ne l'as pas imposée, vu que tu parles de libération des énergies, libération de la parole, finalement considérer les sportifs, tout comme les membres du staff, comme des porteurs de compétences, des porteurs de savoir, des porteurs d'une vision, et des gens qui peuvent contribuer à co-construire, etc. Alors moi, je me demande, cette bifurcation, malgré tout, qui garde le lead, qui garde la responsabilité, parce que ça, on en parle beaucoup. Voilà, est-ce que c'est le manager? Est-ce que c'est totalement partagé? Voilà, est-ce que tu pourras venir un petit peu sur cette conduite du changement, justement, post-Tokyo? La conduite du changement post-Tokyo, ça s'est fait, j'ai envie de te dire que ça s'est fait naturellement. Naturellement, pourquoi? Parce que à la sortie de Tokyo, nous avons fait un bilan. On a fait un bilan collectif et bilan individuel. Donc, chaque membre de l'équipe, c'est-à-dire que les staffs, les joueurs. Et par exemple, moi, lors du bilan avec le coach, moi, je lui ai clairement dit que là, il faut qu'on réfléchisse ensemble pour voir comment améliorer, comment jouer avec nos qualités. Parce que je ne veux pas cacher, ce n'est pas un secret aujourd'hui de dire que notre coach, c'est quelqu'un qui aime le beau jeu. Donc, qui aime le beau jeu, qui voulait jouer comme les Brésiliens. Et c'est ce qu'on a produit pendant plusieurs années. Ça, voilà, on a pu gagner 2 championnats d'Europe avec cette façon de jouer. Mais à la sortie de Tokyo, en tout cas, je suis resté fidèle à moi-même. Moi, ma philosophie, c'est quoi? C'est simplement de dire qu'on doit rester dans l'horizontalité, mais à un moment donné, avec une verticalité qui doit s'imposer. Et c'est ce que j'appelle une liberté encadrée. Moi, j'appelle ça la liberté encadrée. C'est-à-dire que tout le monde est libre de dire ce qu'il pense,
Mais derrière, il y a quelqu'un qui va dire à un moment donné, bon, là, tout le monde s'est exprimé, on va aller dans telle direction et on va assumer. Et je vais assumer, moi en tant que manager. C'est toujours des choses qui sont abstraites, qui ne sont pas visibles. Parce que ce qu'on voit, c'est le dernier penalty, c'est le staff qui est en ébullition sur le banc de touche, c'est ce qu'on voit. Mais en fait, tout ce qui est fait en amont, c'est souvent très complexe et c'est beaucoup plus facile, j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus facile de dire après. Mais je pense que même en interne de la fédération, tous sont conscients du travail qui a été accompli et qui savent qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui ont été mis en place. Quand tu me parles de qui a le lead. Le lead, naturellement, c'est le manager qui a le lead. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que, et c'est là où on se trompe souvent, que les managers se trompent souvent, c'est que si un manager se dit ne comprend pas, que le leader technique de l'équipe, c'est l'entraîneur, mais il fait fausse route. Moi, j'ai envie de te dire, Stéphane, que tout au long de mon parcours, mon entraîneur peut témoigner, hein, moi, j'ai mes faces, en fait. Toutes les idées que j'apporte là, tout ce que j'énonce là, en fait, c'est l'entraîneur qui l'implémente, en fait. Hein. C'est pas moi. Hein. Parce qu'en fait, c'est pour asseoir aussi son autorité. Parce que les joueurs sont hyper malins. Moi, j'ai été joueur. Donc, en fait, c'est la chance que j'ai aussi. Parce que j'ai été joueur, je passais par là. Je sais comment réfléchissent les joueurs. Les joueurs, ils ont vite fait, en fait, quand il y a une contre-performance, de bifurquer, de passer entre nous, d'essayer parce qu'ils veulent se rassurer. Ils ne veulent pas porter le fait qu'ils n'ont pas été bons. Donc, il faut qu'on soit solide. Je parle du staff, en tout cas. Mais moi, mon rôle, c'est de faire quoi? C'était d'apporter à chacun quelque chose qui pourrait permettre de pouvoir faire gagner collectivement. Que ce soit aux joueurs, que ce soit au staff. Et ça part de l'entraîneur des gardiens, du guide, du coach. En fait, toutes les ficelles que je pouvais avoir, tout ce que je pouvais avoir dans la besace, en fait, je leur donnais. Après, c'est à eux de le faire. C'est à eux de voir s'ils le prennent ou s'ils ne le prennent pas. Mais j'ai argumenté le pourquoi du comment. Et par exemple, l'entraîneur, pour être beaucoup plus concret, moi, je ne lui ai pas laissé le choix. Je lui ai dit, aujourd'hui, écoute, il y a personne qui me suit dans ta reconduction. Et ça, c'était vrai. Personne ne me suivait. Personne. Ni la fédération, ni toutes les instances, en fait, qui gravitent aujourd'hui autour de la performance dans le sport français. Donc, je veux parler de l'agence, je veux parler du comité paralympique. Toute personne ne me suivait. Parce que tous, ils estimaient que non, l'entraîneur, il est très violent dans ses paroles, parce qu'ils l'ont suivi à Tokyo. Il est très violent, il est pas pédagogue, il est pas... Tous me disaient cela. Mais sauf que moi, au fond de moi, je savais qu'avec lui, on va gagner. Honnêtement, je savais qu'avec lui, on va gagner, parce qu'il a des compétences qui sont rares sur le marché. Après, c'est un humain. Comme tout humain, il n'a pas tout. Il n'a pas tout. Et moi, j'ai décelé cela. Ce que j'avais proposé à la fédération, j'avais dit... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'amener à se former. Je pense qu'il a besoin d'être formé parce qu'avec cet entraîneur-là, on a déjà eu une médaille d'argent aux Jeux en 2012. Ce n'est pas un fait de hasard. C'est quelqu'un qui connaît très bien, qui maîtrise bien le milieu de la déficience visuelle. Après, il avait besoin d'avoir quelqu'un à ses côtés qui devait le bousculer aussi. Et pour te dire à toi, Stéphane, mais je ne peux pas te dire mais quand tu nous vois, tu as l'impression que nous sommes chien et chat. Parce qu'en fait, c'est le combat d'idées. Et dans ce combat d'idées, mais c'est sain. C'est un combat d'idées. Et aujourd'hui, je pense qu'il me remercie. Et qu'il ne me remercierait pas assez. Parce que je lui ai dit, écoute, aujourd'hui, tout le monde joue ainsi. Nous, notre force, c'est qu'on a des mecs qui sont très robustes, qui peuvent défendre à mort. Et on sait que nous, on est l'équipe, toutes les 3-4 premières minutes, on a toujours des occasions de but. Si on en marque, si on a la capacité de ne pas en prendre, on va faire mal. Et c'est ce qui s'est passé au jeu. Je ne veux pas dire que je suis un magicien, mais en fait, je pense qu'on forme un bon duo. Parce qu'on se comprend. On se challenge tout le temps, mais on finit par se comprendre. Au départ, c'est houleux, mais après, il va m'appeler, tu avais raison sur tel truc. Mais je pense que c'est ça, c'est un beau mariage. Et je pense qu'on s'est bien trouvé. Il y a lui, mais il y a aussi les autres restes du staff, avec qui on se challenge aussi tout le temps. Par exemple, le guide. Moi, je lui disais à un moment donné, il faut que tu mettes un peu plus de peps. Parce que j'ai l'impression que le fait d'être resté très longtemps à ce poste-là, ton débit, par moment, il faut que tu mettes de l'émotion, que les mecs, que tu les transportes, qu'ils sentent en fait que tu es là. Et il y a une vraie renaissance au jeu. Pour le matérialiser, je vous invite à aller suivre le dernier penalty de l'équipe de France. Écoutez le son. Le guide, vous allez l'entendre à la télé. Vous allez entendre le son. Comment il a... En fait, il a transporté le sportif à
a marqué ce dernier penalty, j'ai envie de vous dire que moi, premier, je ne l'ai pas regardé le penalty. Je ne l'ai pas regardé. Parce que c'est quelqu'un qui ne tire pas d'habitude. Mais parlant du guide, mais en fait, il lui a tellement transmis une énergie positive que le mec, il n'avait pas le choix que de la mettre dedans, quoi. Donc, en fait, c'est toutes ces attitudes-là. L'entraîneur des gardiens, c'est quelqu'un qui a une énergie, mais folle. Mais il faut le libérer. Mais si on le cantonne, et c'est ça, ça c'est souvent moi j'ai envie de dire que c'est souvent le plus difficile pour un manager, en fait, de libérer les pensées, parce que on a toujours envie, en tant que manager, de récupérer la paternité de tout ce qui se fait. Mais c'est faux, parce que quand on gagne, mais qui est mis à l'honneur? Les joueurs sont mis à l'honneur, bien sûr, mais l'institution va mettre qui à l'honneur? Mais vous avez gagné, en tant que manager. Mais si vous voulez récupérer tout, il faudrait que tout, qu'on dise que non, c'est Charlie qui fait ça, mais au final, vous ne libérez pas les hommes. Et derrière, même les choses qui pouvaient être hyper efficientes pour permettre au collectif de performer, mais ils ne vous le diront pas. Parce qu'il y a une peur qui s'est installée. Attention, je ne dis pas qu'il faut manager dans l'horizontalité, parce que moi, je ne crois pas à l'horizontalité. Moi, je ne crois pas à l'horizontalité dans la vie de tous les jours. Je pense que la vie de tous les jours, elle est verticale. Moi, je le pense foncièrement. Mais je sais aussi que avec tout ce qui gravite autour de nous, quand on dirige, quand on manage une équipe, il faut libérer. Et libérer les énergies, c'est quoi? C'est de laisser la latitude à chaque individu qui gravite autour du projet de s'exprimer, de pouvoir dire ce qu'il pense, de pouvoir apporter ce qu'il peut apporter, de donner le maximum. Et ça, c'est quand on a compris que derrière cet entraîneur, il y a un homme. Quand on sait comment il fonctionne, à quel carburant il fonctionne, on peut l'amener à donner 300%. Et c'est ça l'horizontalité. Pouvoir laisser les personnes dire ce qu'ils pensent, d'aller au fond d'eux-mêmes. Nous, quand on discute, vous avez l'impression que ces gens, ils ne s'entendent pas du tout. Mais non. Mais parce qu'en fait, on se challenge, en fait. Mais si on reste là, chacun avec son idée, personne ne veut rien dire, ça, c'est ce qui arrive souvent dans les staffs. Vous avez des staffs où ça se tire un peu la bourse. Il y a peut-être le coach ou le coach adjoint qui, lui, il essaye de faire pour que derrière, le coach se plante et que lui, on le propose le poste. C'est ce qui arrive dans le football traditionnel parfois. Nous, à partir du moment où tu as compris que quand on gagne ensemble, ce truc-là, tu le sors de ton esprit. Aujourd'hui, moi, je suis comblé parce que j'ai pas grandi tout seul. On a grandi ensemble parce qu'on a gagné ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on est champion ensemble. Charlie n'est pas champion tout seul, mais Charlie est champion, Yannick est champion, Toussaint est champion, Daniel, les deux Daniel sont champions, Willy est champion. On est tous champions. Il n'y a pas que moi. Et tous, on a eu une belle expérience. Pas que moi. Voilà ce que je pense de ça. Waouh, plusieurs choses dans ton propos, Charlie, c'est très intéressant. C'est-à-dire que finalement, en tant que leader, en tant que manager, tu as laissé ton ego de côté pour te centrer vraiment sur la réussite de l'équipe, et à partir de là, tu as continué à mener ce que tu mènes depuis toujours, je suppose, de l'analyse de l'activité, mais aussi de l'analyse des personnes, en fait, de l'humain derrière l'humain, ou plutôt de l'humain derrière le professionnel, c'est-à-dire derrière l'étiquette de coach, derrière l'étiquette de joueur, etc. Mais qui est vraiment cette personne, et quelles sont, tout à l'heure on parlait des savoirs et des compétences dont il ou elle est porteuse, mais aussi, là j'entends sa motivation aussi quelque part. Qu'est-ce qui fait que cette personne, elle se lève et elle vient s'entraîner et elle va vouloir, tu parlais en tout début de conquérant, donc qu'est-ce qui va faire qu'elle va vouloir conquérir justement la médaille, aller chercher une performance, etc. Donc c'est très intéressant cette question de motivation à travailler. Tu as aussi parlé de finalement avec ton coach, donc c'est Toussaint, je crois. Ouais. Tu as aussi parlé finalement de ce que des psychologues du travail évoquent sous des termes tels que disputes, controverses professionnelles, et comme quoi, en fait, ils montrent que c'est extrêmement sain, un collectif où justement tout le monde n'est pas dans une pensée unique, pas toujours sur la même longueur d'onde, etc. Et donc c'est sûr que dès qu'on rentre dans des disputes comme ça,
très, très saine, et ben, il faut à un moment rassembler le propos et prendre une décision, d'où ton histoire que je comprends bien, d'horizontalité un petit peu de la réflexion, de l'intelligence collective, et puis verticalité de la prise de décision et aussi de la responsabilité derrière. C'est très très riche. Il y a quelque chose qui m'a aussi beaucoup interloqué parce que c'est quelque chose, en tout cas dans le sport de haut niveau, qui traverse les études sociologiques. Elles montrent qu'il y a un fort turnover autour des entraîneurs sur les Jeux Olympiques notamment. Je ne sais pas les chiffres du côté paralympique. Et toi, tu évoques cet entraîneur qui pouvait être critiqué pour la forme de ses propos. Et plutôt que de le limoger et donc de contribuer au turnover des entraîneurs, mais toi tu as un petit peu défendu parce qu'effectivement il avait des compétences rares, et donc on en revient à cette analyse de l'activité, cette analyse de l'humain derrière le professionnel, donc très intéressant. Tu as un petit peu défendu et par contre tu n'as pas défendu pour défendre, tu as défendu en disant ouais, mais aussi on va entre guillemets améliorer ce qui pêche un peu aujourd'hui. Donc ça c'est vraiment très intéressant, cette idée que finalement l'entraîneur aussi il peut encore se transformer. Et il n'y a pas que les joueurs, il n'y a pas que les sportifs dans le milieu du sport de performance qui évoluent, il y a aussi les entraîneurs. Et ça me fait penser, et puis après je te poserai encore une question, ça me fait penser à un entraîneur et préparateur physique qui me disait mais moi j'apprends autant des sportifs de haute performance que eux apprennent de moi. Donc c'est vraiment, finalement, est-ce qu'il y a un entraîneur, un entraîné ? Non, il y a plutôt un entraîneur et un sportif. Mais entraîneur-entraîné, ça laisse penser dans le vocabulaire qu'il y a une relation un petit peu descendante, où il y en a un qui apporte le savoir, la bonne parole à l'autre, et l'autre écoute et grandit, alors qu'en fait les deux se nourrissent réciproquement. Et d'ailleurs ça rebondit tout à fait avec ce que tu disais, moi les sportifs j'ai beaucoup pris et je prends encore leur feedback, et donc bien sûr on sait que les entraîneurs donnent un feedback aux sportifs, mais on parle pas souvent, en tout cas moins, des sportifs qui font un feedback à l'entraîneur, et ainsi tout le collectif se nourrit et grandit ensemble. Donc c'est vraiment très, très intéressant. Merci Charlie pour tout ce témoignage. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter autour de cette construction de la performance de Paris, et puis plus largement de la construction d'une équipe de CC Foot, mais aussi de la gestion du staff? Voilà. Est-ce qu'il y aura des choses que tu n'aurais pas abordées là, même si j'ai le sentiment que tu as déjà abordé pas mal de clés de performance? Bien, les choses qu'on n'a pas abordées, je dirais pas comme ça, je pense qu'on a parlé de pas mal de choses déjà, mais je peux rajouter quelques c'est pas des confidences, mais simplement parler par exemple de notre ambition. Je pense que dès la défaite à Tokyo, nous avons eu une très grande ambition, et on a été moqué, on a été reproché parce que personne ne pensait qu'on pouvait se qualifier Tokyo, personne ne pensait qu'on pouvait se qualifier pour Tokyo, parce que avant ça, on a eu une grosse déculottée en 2018 au championnat du monde où on finit 14e sur 15. On se qualifie comme ça au pied de fil, fil notre parcours, et à Paris et à Tokyo, le fait d'être dernier, je pense que pour tout le monde c'était normal qu'on soit dernier, mais on était nourri par une grande ambition, et tout le monde me demandait mais quelle est cette ambition démesurée que vous avez? Et moi je leur disais toujours, si on n'a pas une grande ambition, et je pense que tous les managers devaient être dans cette optique là, si on n'a pas une grande ambition, on ne peut pas réaliser des choses, parce qu'il faut toujours avoir une grande ambition pour permettre à la vie de pouvoir réduire. Parce que quand vous avez une petite ambition, la vie n'a plus grand chose à réduire. Si vous avez des obstacles sur votre chemin, vous ne réalisez rien du tout. Mais quand l'ambition est très grande, en fait, la vie va se charger de réduire, et ça va vous permettre de réaliser quelque chose à la fin. Et donc pour construire Paris, on est parti sur une ambition folle. On s'était dit, dès le départ, notre ambition, c'était de finir le boulot qu'on a entamé à Londres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Londres, on finit 2e. Donc, on est médaillé d'argent. Et quand on dit finir le boulot à Paris, il n'y a pas 3 issues. C'est d'être sur le podium et avoir la plus belle des médailles, Avoir la plus belle des médailles.
Et donc, il y a beaucoup qui se sont dit, mais il est fou. Mais au final, on a donné raison. Donc, le message que j'allais passer ici, c'était vraiment de toujours d'être nourri par des grandes ambitions. Ça permet de réaliser pas mal de choses et ça permet aussi de se forger, d'apprendre, d'avoir une panoplie de choses qui vont vous permettre de pouvoir réaliser à minima quelque chose de grand. Et c'est cette ambition-là qui nous a permis de gagner la médaille à Paris. Après, moi, je dirais sur le management que pour moi, manager une équipe, c'est comme diriger une entreprise. Diriger une entreprise, c'est-à-dire que un manager, j'ai parlé de plein de choses, mais je n'ai pas parlé de la maîtrise de l'activité. Un manager doit être celui-là qui maîtrise bien l'activité qu'il manage. C'est celui-là qui a une vue transversale sur tous les pans de la performance de l'activité. C'est une vue transversale, ça ne veut pas dire tout savoir, mais savoir au moins de quoi il s'agit, de quoi il est question. Et ça permet au manager, en fait, de pouvoir à chaque fois comprendre et de pouvoir apporter, pouvoir remédier. Par exemple, si vous ne comprenez pas comment fonctionnent les gardiens de but, c'est un exemple que je vais prendre comme ça, mais vous ne pouvez pas remédier, vous ne pouvez pas apporter de la compétence. C'est-à-dire que dans une folle épopée comme celle que nous avons eue sur le trajet en route pour Paris, et il y a eu pas mal de choses qui ont été faites, mais qui ont été faites en backstage pour permettre à ce que chaque collègue puisse performer. Et ces choses-là, c'est parce que en tant que manager, j'apporte ma part de réflexion. Et ça nourrit aussi les collègues qui travaillent autour de moi. Et moi, ça me nourrit. Le fait de les voir retransmettre ce que je peux leur apporter, les idées que je peux leur donner, moi, ça me permet de progresser aussi. J'ai donné des idées, par exemple, à un des coachs. Et quand j'ai vu la restitution, je me suis dit, ah ouais, en fait, je pense que c'était une bonne idée. Mais je n'avais pas vu ça comme ça. Mais il a restitué encore de manière beaucoup plus efficace que ce que moi, je pensais. Et je dirais aussi que manager, ce n'est pas quelque chose de très simple. Ce n'est pas simple du tout. Parce que l'ego, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. C'est en nous. Et je peux comprendre d'autres managers poser son ego et libérer que tout le monde puisse dire ce qu'il pense, libérer l'énergie, comme je dis souvent, c'est quelque chose de très, 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 très difficile. Et je pense que ça, je le dois au coach, à mon coach. Voilà, je vais peut-être la citer, Emmanuel, qui m'a beaucoup aidé là, dans ce sens-là, parce que on a toujours l'impression, en tant que manager, j'avais toujours l'impression que, en fait, j'ai laissé les clés du camion. Et les joueurs me l'ont dit en 2022. Mais on ne t'entend plus. Les joueurs me l'ont dit, alors qu'on était champion. Alors qu'avant, j'étais très présent. Et je pensais que en fait, le fait de les materner, c'est ça qui devait faire à ce qu'on doit être performant. Mais non, je me trompais, en fait. En fait, c'est que je ne faisais pas confiance. Ni au staff, ni aux joueurs. Et donc, c'est un des joueurs qui m'a dit, mais Charlie, mais on ne t'entend plus. On a l'impression que tu es effacé. Ça, c'est hyper difficile. Et j'ai appris de cela. Et maintenant, le fait d'être effacé, d'être efficace en backstage, ça nous permet d'être beaucoup plus efficace. Ça permet de légitimer tous les staffs, de renforcer la confiance que je peux avoir envers les joueurs et que le staff aussi peut avoir avec les joueurs. Et in fine, c'est aussi me permettre à moi de grandir en tant qu'homme. D'où cette philosophie-là de pouvoir grandir ensemble. C'est-à-dire que les joueurs, ils ont gagné sur le terrain, ils ont eu d'autres compétences. Moi, derrière, en tant qu'homme, j'ai aussi grandi. Parce qu'aujourd'hui, il y a de l'énergie que je ne perds plus. Avant, je perdais beaucoup d'énergie en pensant que c'est ça qui faisait que je distillais de l'énergie. Cette énergie-là, j'ai dépensé en distillant pour eux. Mais c'était faux, en fait. Donc, voilà. Moi, j'ai envie de dire ici que ce n'est pas des leçons que je vais donner à mes collègues managers, mais c'est de dire que je reconnais que c'est très, très difficile. Parce qu'à la fin, parfois, il y a parfois des membres du staff ou même des gens de l'extérieur qui vont se dire « Mais à quoi il sert ?» Et ça, c'est difficile à entendre. Quand on vous demande « Mais c'est véritablement quoi votre métier? Qu'est-ce que vous faites dans ce collectif ?» Là, on voit l'entraîneur parce qu'il est sur le banc. Quand on gagne, on voit qui? On le voit à l'écran. Mais toi, le manager, on ne te voit jamais. Et ça, c'est hyper difficile à accepter. Je pense que la pilule ne passe pas. C'est pour ça que, moi, je le dis comme ça, je pense que c'est pour ça que beaucoup de managers préfèrent tenir les ficelles pour qu'à chaque fois, il y ait de la reconnaissance
Nous tous, on est nourris par cela. Ça fait du bien d'avoir de la reconnaissance. Mais je pense que quand on connaît le métier, quand on l'a embrassé, il faut accepter. On a accepté de le faire. Il faut être content de ce qui a été accompli. Moi, en fait, ma plus grande joie aujourd'hui, c'est la leçon qu'on a donnée au monde. C'est-à-dire qu'au monde entier, le 5,6 millions de spectateurs qui nous ont suivis sur la Tour Eiffel, c'est de voir que ces joueurs-là sont des grands porteurs de compétences. Aujourd'hui, quand on parle de CC Foot, on ne voit plus des mecs, on va plus se dire, ouais, mais comment ils jouent, c'est avec une canne blanche, les pauvres, avec un chien guide. Non, on voit des mecs qui vont au combat. On voit des mecs qui ont un parcours de vie. On voit des humains. On voit des gens qui sont des grands porteurs de compétences. Derrière ces athlètes-là, si on fouille encore un peu plus, on va voir que c'est des hommes très accomplis dans leur vie de tous les jours. Et ça, c'est une très grande fierté. Je pense que ça, c'est le plus grand combat qu'on a réussi à gagner aux Jeux de Paris. Oui, le plus grand combat, parce que également, ce qu'on a peut-être pas dit, c'est qu'au-delà de cette focale sur la performance sportive, sur le sport de haut niveau, donc en CC Foot, tu as aussi géré un très grand nombre d'années le développement aussi du CC Foot sur le territoire français. Donc, ce qui n'est pas toujours courant dans les fédérations sportives, gérer à la fois le développement et la performance, le haut niveau, une seule et même personne qui travaille ces deux questions, qui a cette double casquette et qui cherche, dans ton cas en tout cas, à créer des synergies entre développer la pratique pour tous et développer la pratique de haut niveau. C'est très intéressant, peut-être pour aller vers la conclusion de ce podcast, Charlie, je tiens à préciser aux auditeurs, auditrices que tu es président fondateur de l'association ASA France, spécialisée dans l'accessibilité des stades et enceintes sportives pour des personnes en situation de handicap, ainsi qu'initiateur de l'audio-description dans le sport. Est-ce que tu veux ajouter quelques mots sur ces aspects qui sont en quelque sorte un autre combat aussi de reconnaissance des handicaps de manière large? Bien, j'ai envie de dire que je vais revenir déjà sur l'idée de gérer le développement et la performance. Moi, je pense que c'est très interpellant. En tout cas, moi, ça m'interpelle beaucoup parce que je pense que le fait de gérer les deux pans, c'est quelque chose de fondamental. Parce que très souvent, je pense que l'erreur qu'on fait souvent, c'est de dissocier les deux. On ne peut pas dissocier les deux. À partir du moment où vous dissociez les deux, je pense qu'on est dans l'erreur. Et ça, c'est juste un devoir que je vais donner comme ça. C'est pas un devoir philosophique, mais c'est un devoir comme ça. C'est d'avoir une vraie réflexion sur la dualité que peut causer en fait le fait d'avoir un responsable du très haut niveau, de la performance, et d'avoir un responsable de développement. C'est une vraie question aujourd'hui dans le sport. Pourquoi ? Parce que très souvent, il y a une dualité et c'est naturel. C'est-à-dire que chacun veut s'affirmer. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que très souvent, celui-là qui est sur le développement a l'impression que c'est lui qui fait tout le boulot pour la performance et que le retour d'ascenseur n'est pas fait, en fait. Le fait que je sois sur le développement et la performance, cette question ne se posait pas. Il n'y avait pas d'animosité. Il n'y a pas d'animosité. Parce que c'est moi qui le faisais. Donc, en fait, il n'y avait pas de question à se poser. Mais aujourd'hui, il faut gérer, en fait. Il faut bien accompagner, en fait, ce mariage entre le responsable du développement et le responsable de la performance. Voilà. Moi, je pense que j'ai mes idées, mais je ne le dirai pas ici. Pour moi, je pense que c'est un vrai exercice. Il faut vraiment avoir de la réflexion dessus, parce que c'est quelque chose qui peut nous faire gagner un bond assez important dans nos sports, notamment chez nous en e-sport. Après, s'il faut parler de l'audio-description, moi, mon combat, ça a toujours été de montrer que les personnes déficientes visuelles sont porteurs de compétences et aussi de permettre à ce que la société puisse leur donner une place dans la cité. Donner une place dans la cité, c'est quoi pour moi ? C'est que jusqu'en 2016, il n'y avait pas d'audio-description de spectacle vivant en France. Qu'est-ce qu'il y a pas de spectacle vivant ? Tout ce qui est mouvant. Si on part dans le sport, dans le champ du sport, il n'y avait pas du tout. Moi, je l'ai découvert en Belgique via un copain qui était, lui, journaliste, et il commentait déjà les matchs à Liège, et ma femme, elle est liégeoise. Et donc, moi, quand j'allais en vacances à Liège, et je passais un diplôme à Liège à l'époque,
je passais un diplôme de scouting. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est-à-dire qu'un diplôme d'un entraîneur qui va voir les matchs de l'équipe adverse, qui fait du reporting. C'est-à-dire qui va aller, par exemple, on va me dire, Stéphane, il est milieu droit, il faut que tu le supervises sur 10 matchs. Je vais aller voir et je vais sortir une fiche de Stéphane avec ses points forts, ses points faibles par rapport à ce que nous, le club, on cherche. Voilà. J'ai fait cette formation-là en Belgique pendant 2 ans et chemin faisant, j'ai rencontré ce copain-là qui, lui, m'a amené dans l'audio-description. Il m'a fait commenter un match avec lui. C'était hyper intéressant pour moi. Et pour les bénéficiaires, parce que lui, il est journaliste, donc il a le sens oratoire. Et moi, en tant qu'entraîneur de football et qui maîtrise aussi le public déficient visuel, c'est une complémentarité, mais de fou. Et donc, au sorti de cela, moi, quand il y a l'Euro 2016 en France, il y a une campagne auprès de l'UEFA qui veut absolument rendre les stades très accessibles pour tous les publics en situation de handicap, dont les déficients visuels. Et c'est comme ça que je suis interpellé à l'époque. Je travaillais, j'avais un poste un peu à la Fédération française handisport et un peu à la Fédération des aveugles de France. Donc j'avais 2 bureaux. Et donc la proposition arrive à la Fédération des aveugles de France. Et comme j'étais là-bas, j'avais un bureau là-bas, j'avais 2 jours la semaine là-bas. Et le président de l'époque et la responsable de communication me contacte en me disant « Charlie, voici un projet intéressant. Toi qui veux toujours faire des choses pour les déficients, qu'est-ce qu'on peut faire pour les bénéfices, pour le public ?» Et moi, je travaille sur le dossier. Je prépare une formation. J'avais déjà commenté. J'ai commenté plusieurs matchs en Belgique, mais j'avais jamais la formation. C'est moi qui l'ai créée, en fait. J'ai créé une formation. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chercher un arbitre à la retraite de première division de Ligue 1. Bruno de Rien, je l'ai cherché pour parler des lois du jeu à tous les jeunes qui vont être formés, et je revenais sur les jeunes. Je suis allé chercher celui qui a créé l'audio description en France, Général, Patrick Saounit, qui lui était à la VH, à la Valentin oui, et d'autres personnes. Moi, mon collègue, qui lui est journaliste, qui va travailler sur l'offre oratoire, et moi, qui maîtrise le public, qui parlera des déficients visuels, de leurs attentes, et 2 déficients visuels, dont un qui assistait à des matchs et l'autre pas du tout, pour avoir des regards différents, donc des retours. Toujours, ça revient toujours à ce que j'ai dit dans le podcast, le feedback. Pour avoir le feedback des vrais bénéficiaires. Qu'est-ce qu'ils attendent? Un spécialiste et un amateur. Et donc au final, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la formation s'est déroulée sur 2 jours, mais il y avait un contrôle continu sur 6 mois. Après, ma philosophie, c'était de former des jeunes. Et ça a dérangé. Des jeunes qui sont en école de journalisme. C'est-à-dire qu'eux sont en 3e année, et ceux qui sont en master, journaliste sportif. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas encore de modèle. Ils ne sont pas bridés. Ils ne veulent pas tous commenter comme Jeannot Rességué qui fait le commentaire radio, qui est différent de l'audio-description, où on est vraiment sur le direct, partager les émotions. Et donc là, c'est comme ça que j'ai proposé cela à l'UEFA, via l'antenne qui s'occupait de ce projet-là. Et ça a été retenu, et c'est comme ça que l'audio-description est de mise maintenant, via notre association. Mais à l'époque, ce n'était pas l'association, c'était la Fédération des aveugles de France qui l'avait porté. Mais au sorti de l'Euro 2016, ça s'est tellement bien passé, il y a des super retours, même sur le site du ministère des Sports, vous pouvez le retrouver, et des personnes en situation de handicap. Et derrière, moi, les jeunes que j'ai formés m'ont interpellé en disant il faut qu'on crée une association, c'est pas possible. On va pas rester comme ça, parce qu'en fait, ça crée des vraies vocations. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 800 jeunes que nous avons formés, des différentes écoles, à peu près d'une 12aine d'écoles sur la France. Et nous, l'association aujourd'hui, on couvre 5 stades de manière permanente sur la durée, toute la saison de Ligue 1 en France. Voilà. Donc, dans le premier club, c'était le LOSC. Le LOSC. Extraordinaire, je ne savais pas tout ça sur ton parcours, même en m'étant renseigné un petit peu avant. Et justement, à travers ton parcours, ton mode de management, ce que tu dis sur le lien entre développement et performance, ce que tu dis là sur cette association, on peut constater que tu prends soin des autres. On peut le dire comme ça en tout cas. Moi, je suis convaincu que la performance passe par des formes de sérénité. Sérénité financière, sérénité symbolique, sérénité en termes de savoir, enfin voilà, plusieurs formes, et de bien-être, y compris pour soi-même en tant que manager. Et donc, j'ai peut-être une dernière question avant de te remercier, Charlie, pour tout ce temps passé ensemble. C'est, Charlie, prends-tu soin de toi? Et si oui, comment? Après, je me poserai la question, quel est mon prochain petit pas, peut-être? Non, je vais encore citer quelqu'un ici. Je pense qu'Emmanuel Kouba
m'a vraiment fait comprendre que, et à travers aussi d'autres formations comme mieux se connaître pour mieux accompagner les autres, ça m'a fait comprendre que à un moment donné, si je suis pas bien, je peux pas aider les autres. Je peux pas, les autres ne peuvent pas être bien. Je peux pas transmettre quelque chose une énergie positive. Et donc j'ai vraiment appris. C'était pas simple au départ, à vraiment prendre soin de moi avec des actions très concrètes. Par exemple, quand je sors d'ici, par exemple, je rentre chez moi. La première chose que je vais faire, c'est de off mes deux téléphones, c'est de couper mes deux téléphones, mon téléphone de travail et mon téléphone personnel, et de m'occuper de mes filles. J'ai 3 filles. Des 3 magnifiques filles, de m'occuper d'elles, d'aller faire de la trottinette avec, mais vraiment prendre soin des miens, voilà, de ma femme, de la comprendre, de savoir aussi, de partager son quotidien, parce que c'est pas simple tous les jours, le fait d'être parti tout le temps, ça c'est pas, parce que dans notre métier, on est parti tout le temps, on est parti là 1/3 de l'année, pour ne pas dire les 2/3 quand c'est les années de haute compétition. Donc, il y a ça. Donc, je fais aussi pas mal de sport. Donc, je fais attention à moi. Je fais attention à tout ce qui est psychique. Parce que si j'ai fini par comprendre que si je suis pas bien, je pourrais pas aider les autres. Oui, je prends soin de moi depuis peu. Et ça me fait un bien fou. Et je pense qu'aussi, il y a une chose qu'il ne faut pas que je loupe, que je le dise aussi à tous. C'est que le fait de ne plus avoir la peur des autres, ça me fait aussi un bien fou. Ça, c'est difficile à avoir, ça. La peur des autres. La peur des autres, c'est quoi? C'est de se dire, de penser que le démon est toujours en face, en fait. De se dire que Stéphane qui est en face de moi, il est avec moi, mais il pense pas, je pense qu'il n'en pense pas moins. Peut-être qu'il a des choses, voilà, ou peut-être parfois tu peux avoir tes humeurs à toi, mais moi je le prends pour moi. C'est-à-dire que je vais aller analyser dans ton cerveau pour te dire, ouais, Stéphane aujourd'hui, il est pas content de moi et tout ça. Donc j'ai appris vraiment à pas le lâcher prise, parce que on va me dire encore, lâcher prise, c'est que tu lâches toutes les prises, tu vas tomber, mais vraiment à être moi-même et puis à ne pas juger les autres. Voilà le terme. Je ne juge plus. Je reste factuel. Et puis, je me suis dit aussi à un moment donné, je ne me mettrai jamais à la place des autres. Je vais me contenter de ce que je vois. Je vais me contenter de prendre du temps, de comprendre comment fonctionnent ceux qui sont autour de moi, de rester à ça, et puis surtout d'avancer avec. C'est ça, en fait, je pense que c'est ça qui nous met souvent dans des situations. Je veux pas dire qu'il ne faut pas faire attention. Hein. Moi, en tout cas, je fais attention. Mais à un moment donné, on devient parano. C'est-à-dire que, surtout quand on est dans le domaine de la performance, ou bien quand on est dans le domaine du management, on a toujours l'impression qu'il y a des gens qui veulent prendre notre place. Il y en a. En fait, on rentre dans un rituel, j'ai envie de dire, dogmatique où on a peur de tout. Donc, moi, aujourd'hui, je fais vraiment confiance aux miens. Quand je parle des miens, c'est ceux-là qui sont autour de moi, ceux avec qui on travaille depuis de longues années, ceux-là qui intègrent l'équipe. Et pour faire confiance, comme tu sais, ça se gagne. J'observe et puis derrière, je donne la chance à tout le monde. Comme moi aussi, parce que si on ne m'avait pas donné la chance, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui. Voilà. Je finirai aussi par remercier mes collègues, parce que j'ai des collègues aussi, il faut le dire ici. J'avais beaucoup d'appréhension par rapport à eux. Un collègue comme Samuel Guidari, qui est mon responsable aujourd'hui de la performance de manière générale à la fédération, mais qui est un garçon très brillant. Mais je ne le connaissais pas avant. Je ne le connaissais pas. Mais j'avais toujours j'avais des jugements faussés à la base. Mais c'est un mec brillant. Mais aujourd'hui, on travaille de concert. On s'engueule souvent. Mais on est sur le même chemin. C'est-à-dire qu'on sait où on veut aller, en fait, ensemble. Parce qu'on s'engueule, parce qu'en fait, on veut se challenger pour être beaucoup plus fort. Parce que derrière cela, on est dans une institution, c'est l'institution restera. Nous, on passera. Donc, ça ne sert à rien de se faire... voilà, non. Et puis, le DTN aussi, qui est quelqu'un de fabuleux, quelqu'un d'intelligent. Grégory, de sa jeunesse, qui est là aujourd'hui. Mais à la base, j'étais parti avec... voilà. Donc, moi, je pense que ça, je le mets au crédit d'Emmanuel, qui m'a beaucoup forgé là-dessus. Qui m'a amené par des outils, par des challenges, par des comment je vais dire, des sensations que je pouvais avoir et me faire comprendre qu'en fait, certaines sensations, il faut les ôter rapidement parce qu'en fait, c'est pas des choses qui vont m'aider, qui vont peut-être me bousculer au niveau de ma santé. Et voilà. Donc, mais je comprends, mais je peux comprendre aussi tous ceux-là qui veulent tenir les ficelles, parce que c'est pas toujours aussi simple d'avoir la chance de pouvoir faire un bon casting de ceux avec qui il faut travailler. C'est pas toujours simple.
Mais voilà, je ne veux pas tirer sur eux, mais je veux dire simplement, la vie, elle est belle. La vie, elle est belle. À un moment donné, il faut se lâcher, quoi. Faut se lâcher. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire maintenant. Et ça se voit que j'ai de plus en plus bonne mine. Je suis un peu moins stressé. Mes migraines, j'ai de moins en moins de migraines parce que je suis migraineux. Mais à une époque, j'avais une migraine tous les 2 jours, en fait. Mais aujourd'hui, je peux faire 6 mois sans avoir un problème. Ça veut dire quelque part que je prends soin de moi et que je me suis lâché et que je fais confiance à l'humain. Merci Charlie. Et donc, quelle est un petit peu l'actualité de l'équipe de France dans les prochains mois ou prochaines années ? Écoute, on n'a pas parlé de Los Angeles, mais on va aller chercher. Déjà, on va essayer de se qualifier. Déjà, l'année prochaine, en 2026, on va essayer de se qualifier. Ce sera en France, les championnats d'Europe. Après, à la qualification, on va essayer d'aller. Ça va être un vrai battle à Los Angeles pour garder notre titre parce qu'on a attendu maintenant. Mais l'erreur qu'on ne commet pas, c'est ce que on a connaissance du coût, le coût de la réussite. Le coût de la réussite, on a connaissance de cela. Donc, ce qui fait que on s'est déjà mis dans le moule, on n'est pas tombé dans le piège de on sait tout, on est arrivé au sommet de la pyramide. Aujourd'hui, on va lâcher un peu, on va se lâcher. Non, les garçons, ils ont continué à travailler, le staff continue à avoir de la réflexion pour être beaucoup plus performant demain. Et on est déjà en route sur Los Angeles et j'espère que les Français vont continuer à nous accompagner et à nous suivre. Et j'ai bon espoir aussi que France Télévisions ne va pas nous lâcher, va continuer à nous amener et à faire savoir ce que nos athlètes savent faire le mieux. Voilà. Pour conclure, j'ai juste une phrase culte, c'est de dire que ma base, c'est Madrid, champion d'Europe, champion du monde 2018 où on finit avant-dernier. C'est Tokyo 2020 où on finit dernier. Après, derrière, j'ai toujours une phrase dans ma tête, c'est ce qui me conduit tous les jours, c'est que une réussite, c'est toujours une erreur qui a été rectifiée. Et à côté de cela, garder la haute performance, c'est aussi éviter de trop en faire. Donc, on reste nous-mêmes et on continue à travailler et j'espère que on continue à rendre fiers les Français. Voilà. Voilà ce que je voulais dire pour la fin. Merci beaucoup Charlie pour tout ce partage à la fois plutôt exhaustif et puis avec beaucoup de sincérité et d'ouverture vers nos auditeurs et auditrices. Je te remercie et puis je te souhaite une très bonne suite ainsi qu'à l'équipe de France de Cécifoot. Les podcasts de l'INSEP, émission Les ficelles de la performance. Cet épisode a été réalisé par Stéphane Coucuit de l'Observatoire des pratiques et des métiers du sport de haut niveau, pôle formation, en partenariat avec Sylvain Bégaud de l'unité de production audiovisuelle.